Au début d'avril 1945, alors que le front allemand s'effondre, la 3e armée de Patton fonce vers Cassel. La ville doit tomber. Pourtant, derrière ses voies ferrées, ses usines et ses rues éventrées, un dernier noyau allemand se prépare à tenir. Cassel n'est pas une forteresse. C'est un centre industriel dominé par les ateliers Henschel, où l'on construit et remet en état certains des derniers Tigre II. Face aux Américains, il n'y a pas seulement des fantassins dispersés. Des équipages de chars lourds, des mécaniciens, des élèves et les survivants d'unités blindées choisissent de combattre sur place. Le combat est bref et violent. Dans la ville industrielle, l'infanterie et les chars américains avancent contre une poignée de Tigre II, isolés et privés de leur rôle habituel. Le carburant manque, les munitions aussi. Aucun renfort ne peut arriver. Alors les défenseurs tentent des contre-attaques locales, tendent des embuscades et prennent des risques presque suicidaires. La plupart de ces chars ne survivront pas à la bataille. Ce combat reste largement absent des manuels. Pourtant, il raconte la perte des derniers Tigre II face à l'armée de Patton. Un ultime baroud d'acier contre un adversaire qui ne pouvait plus être arrêté. Cassel se trouve à environ 140 km au nord-est de Francfort, dans l'état de Hesse. Avant la guerre, 200 000 habitants y vivent. La ville est un pôle industriel, avec les usines Henschel, qui fabriquent des locomotives, des camions et depuis 1942, des chars Tigre. En mars 1945, Cassel n'est plus qu'un champ de ruines. Un raid de la Royal Air Force a ravagé le centre médiéval dès octobre 1943. Des quartiers entiers ne sont plus que cendres et gravats. Les habitants s'abritent dans les caves et tirent leur eau des puits. Le 22 octobre 1943, le Bomber Command de la Royal Air Force envoie 569 appareils au-dessus de Cassel. 443 Lancaster, 10 Mosquito, puis le reste, des Halifax. Les bombardiers larguent des bombes incendiaires et explosives selon un schéma calculé pour provoquer une tempête de feu. Le plan fonctionne. Les incendies se rejoignent et avalent le centre-ville en une seule fournaise. Dans les flammes, la température monte jusqu'à 1000 degrés. Dans les abris, certains suffoquent quand le feu aspire l'oxygène. D'autres meurent brûlés en tentant de fuir. Cette nuit-là, 10 000 civils périssent. En moins de 2 heures, la vieille ville médiévale et des siècles d'architecture allemande disparaissent. D'autres raids suivent, plus limités mais mieux ciblés. Les usines Henschel sont frappées à répétition, comme les gares de triage et les ponts. Au début de 1945, Cassel évoque les images de Stalingrad, des îlots de murs squelettiques au milieu de montagnes de briques. Les rues disparaissent sous les décombres et l'odeur de mort persiste. Des corps restent ensevelis dans les bâtiments effondrés. Malgré plus de 40 raids, Henschel continue pourtant de produire. Les ouvriers maintiennent les chaînes en marche. Des sections détruites sont reconstruites, tandis qu'une partie de la fabrication descend sous terre. Les équipes se relaient jour et nuit. Chaque Tigre peut être le dernier. À la fin mars, ce n'est plus une image, c'est littéralement le cas. Le Tigre II représente l'apogée du char allemand, mais aussi l'aboutissement d'un engrenage fatal. 69 tonnes d'acier et de blindage portent un canon de 88 mm capable de détruire la plupart des chars alliés à plus de 2 km. Son blindage frontal atteint 150 mm, incliné à 50 degrés. De face, les chars américains et britanniques peinent à le percer. Sur le papier, le Tigre II est extrêmement difficile à percer. En pratique, sa mécanique tourne au cauchemar. Le moteur Maybach, conçu pour le Panther, beaucoup plus léger, peine sous les 69 tonnes. Ses 700 chevaux ne donnent guère plus de 10 chevaux par tonne. Un Sherman en dispose de 15. Le Tigre II accélère comme un train de marchandises chargé et se manie à peine mieux. Le carburant, lui, disparaît à une vitesse folle, environ 5 litres par kilomètre sur route, davantage au combat. En tout terrain, il faut parfois 7 voire 8 litres pour le même kilomètre. Les réservoirs contiennent 860 litres. Dans des conditions idéales, l'autonomie routière atteint peut-être 170 km. En combat, les manœuvres et les arrêts la réduisent de moitié. Sans ravitaillement constant, le Tigre II est inutilisable. Or, en mars 1945, l'Allemagne n'a plus assez de carburant pour ravitailler ses blindés. Les transmissions cassent sans cesse. La boîte Maybach est un mécanisme de précision. Sous la contrainte du combat,
surtout avec des conducteurs inexpérimentés, elle cède. Les réducteurs finaux, ces engrenages qui entraînent les chenilles, cèdent eux aussi sous l'effort. Les ingénieurs allemands l'avaient signalé pendant la mise au point. La transmission pouvait supporter le poids d'un panthère, pas celui d'un tigre II. Pourtant, la pression industrielle imposa sa production. Les équipages apprirent à ménager les commandes et à éviter les virages brusques. En temps de paix, cette prudence pouvait suffire. Au combat, elle devenait mortelle. Les chenilles s'usaient à toute vitesse. Chaque maillon d'acier pesait des dizaines de kilogrammes, et les contraintes imposées par le poids du char finissaient par rompre la chenille. Pour les remplacer, il fallait des crics, des outils et des heures de travail. Le véhicule exigeait donc un entretien permanent, précis, assuré par des mécaniciens chevronnés. Or, cette compétence avait presque disparu. En mars 1945, seuls 492 Tigre II avaient été construits entre janvier 1944 et mars 1945. La production atteignit un maximum de 70 chars par mois, mais restait généralement inférieure. Les bombardements perturbaient les usines et les pièces manquaient. Les 8 derniers sortirent de l'usine à la fin du mois de mars, encore couverts de peinture neuve. On les remit aussitôt à des garçons qui n'avaient jamais combattu. Ils venaient de la 3e compagnie du 511e bataillon de chars lourds. La plupart avaient 17 ou 18 ans. Quelques-uns en avaient 19, ce qui paraissait presque âgé en mars 1945. Leur instruction se résumait à l'essentiel. Démarrer le moteur, passer les vitesses, charger le canon principal et lire une carte. Pas d'exercice de tir, les munitions étaient trop rares. Pas de manœuvre tout-terrain, le carburant manquait. Et aucun entraînement avec l'infanterie. Le temps avait disparu. Les tankistes chevronnés qui auraient pu les former étaient morts sur le front de l'Est, capturés en France ou dispersés dans un Reich qui s'effondrait, sans chars à commander. La 3e compagnie aurait dû disposer de 14 Tigre II et d'équipages formés pour les servir. Elle ne reçut que 8 chars, des hommes inexpérimentés et l'ordre de partir sans attendre. Ces adolescents allaient donc entrer dans des chars lourds très avancés pour leur époque, puis affronter l'une des armées les plus aguerries de la planète. Pendant ce temps, Patton avançait. Le 22 mars, la 3e armée américaine franchit le Rhin à Oppenheim, au sud de Mayence, prenant les Allemands de court. Les ingénieurs de Patton jetèrent des ponts flottants sur le fleuve à une vitesse record. Au matin du 23 mars, des divisions entières passaient déjà sur l'autre rive. Omar Bradley avait fixé une mission sans ambiguïté. Foncer vers l'est, protéger le flanc sud de l'offensive de la 1re armée vers la Ruhr et empêcher les Allemands de renforcer leurs forces encerclées. Il fallait aller vite. Patton n'eut pas besoin qu'on le lui répète. Il pressait ses commandants, leur demandant de contourner les points fortifiés, de ne pas s'arrêter pour protéger chaque flanc et de poursuivre la marche. Pour soutenir cette avance, son état-major travaillait jour et nuit. Carburant, munitions, réparations, tout devait suivre. La 3e armée américaine engloutissait des quantités considérables de ravitaillement. Essence, gazole, nourriture, munitions et pièces détachées. Tout devait parcourir des centaines de kilomètres depuis les dépôts de l'arrière avant d'atteindre les unités avancées. Le 26 mars, les pointes de Patton atteignirent Francfort. L'ancienne ville du Maine, capitale financière de l'Allemagne, tomba presque sans combat. En face, les défenseurs allemands n'avaient plus grand-chose d'une armée. C'étaient des unités de remplacement, des bataillons d'instruction, des hommes âgés et des garçons. Quelques fusils, parfois des mitrailleuses, mais presque aucun armement lourd. Pas de blindés, pas d'artillerie digne de ce nom, et souvent même pas d'uniforme complet. Certains portaient des vêtements civils surmontés d'une casquette militaire. D'autres mélangeaient des éléments d'uniforme avec des habits ordinaires. Leur apparence disait tout. L'armée allemande improvisait avec ce qui lui restait. Les réactions variaient pourtant d'un secteur à l'autre. Des unités résistèrent durement depuis des positions préparées, causant des pertes avant d'être écrasées ou contournées. D'autres se rendirent dès l'apparition des chars américains. Ici, un commandant exigeait de tenir jusqu'à la dernière cartouche. Là, des hommes recevaient discrètement l'ordre de disparaître dans la campagne et de rentrer chez eux. À l'ouest, la chaîne de commandement allemande s'était pratiquement disloquée. Les ordres supérieurs n'arrivaient souvent pas. Quand ils arrivaient, ils étaient parfois dépassés par les événements
ou impossibles à exécuter. Les chefs locaux décidaient donc avec des informations fragmentaires et leur propre jugement. Pendant ce temps, le 12e corps, commandé par le major général Monton Eddy, obliqua vers le nord. C'était un chef calme et fiable, moins flamboyant que Patton, mais solide. Son corps avait traversé la France et pénétrait maintenant profondément en Allemagne, avec 3 divisions d'infanterie et des blindés en renfort. La 80e division d'infanterie, aguerrie par les combats en France, reçut la mission de prendre la ville. Son commandant était réputé méthodique et ne cherchait pas les risques inutiles. Les renseignements signalaient une défense, sans préciser sa nature ni ses effectifs. La reconnaissance aérienne montrait des bâtiments détruits et des rues bouchées par les gravats, mais aucune image claire de la force allemande. Les services de renseignement estimaient la garnison à quelques milliers d'hommes, surtout des troupes de seconde ligne. L'estimation était globalement juste, même si le nombre réel était supérieur. Les Américains s'attendaient encore à une victoire rapide. Mais depuis Berlin, Hitler venait de transformer la ville en forteresse. L'ordre transmis par le commandement allemand était brutal. Tenir sans retraite ni reddition, jusqu'à la destruction de la ville. À Kassel, le projet de transformer des villes en forteresses ne fonctionnait que sur le papier. On y entassait une garnison, tandis que les forces mobiles continuaient de manœuvrer en rase campagne. Les Alliés devaient alors perdre du temps et immobiliser des divisions dans des combats urbains. La Wehrmacht pourrait ainsi se reprendre, faire venir ses réserves et préparer des contre-attaques. Le procédé avait parfois fonctionné. Brest, par exemple, avait tenu plusieurs semaines. Mais le plus souvent, ces places fortes devenaient des pièges mortels pour leurs propres défenseurs. Kassel n'avait pourtant rien d'une forteresse. C'était une ville industrielle ravagée par les bombes, défendue par environ 6000 hommes rassemblés parmi des unités d'instruction, des services arrières et des vieillards du Volkssturm. Pas de fortifications sérieuses, ni de stocks suffisants de vivres et de munitions. Aucune réserve stratégique ne pouvait briser un siège. L'encerclement, l'artillerie, puis la capture ou la destruction attendaient simplement la ville. L'ordre de tenir Kassel jusqu'au bout ne donnait à la ville aucune valeur militaire nouvelle. Il supprimait seulement 2 issues possibles, le repli ou la reddition, et condamnait la garnison au combat. Le commandement revint au général présent sur place, un spécialiste des transmissions qui dirigeait des programmes d'instruction lorsque la crise éclata. Âgé de 51 ans, cet officier de carrière avait passé l'essentiel de la guerre dans des états-majors et des centres de formation. Il maîtrisait les procédures radio, la sécurité des liaisons et les réseaux de communication. En revanche, il n'avait jamais commandé au combat, ni conduit des troupes sous le feu. Le quartier général supérieur, lui-même en plein chaos, le choisit parce qu'il était l'officier le plus ancien sur place. Depuis un ensemble de bunkers à l'est de la ville, il tenta de bâtir un dispositif cohérent. Il découpa Kassel en secteurs, attribua les positions, installa des dépôts et des postes de secours. L'état-major avait été improvisé avec des officiers issus de l'instruction, de la logistique et des dépôts de remplacement. La plupart n'avaient jamais travaillé ensemble. Certains ne s'étaient même pas rencontrés avant de rejoindre le quartier général chargé de défendre Kassel. Transmettre un ordre devenait alors un cauchemar. Les radios fonctionnaient mal. Les bombardements avaient coupé les lignes téléphoniques. À pied ou à bicyclette, les estafettes livraient des messages avec plusieurs heures de retard quand ils arrivaient. Le cœur de la garnison était le 15e bataillon de remplacement et d'instruction d'infanterie blindée, composé de formateurs et de recrues. Certains instructeurs maîtrisaient leur métier sans avoir jamais commandé au combat. Âgés de 30 ou 40 ans, ils avaient passé la guerre à enseigner à des jeunes de 18 ans comment combattre depuis des semi-chenillés blindés. Ils connaissaient la théorie, pas le feu. D'autres n'étaient encore que des adolescents à mi-chemin de leur formation initiale. Enrôlés 2 mois plus tôt, ces garçons de 17 ans avaient appris à marcher, tirer et obéir. Désormais, ils devaient tenir une position face aux assauts interarmes américains. Leur équipement se résumait à des fusils, quelques mitrailleuses et mortiers. Aucun blindé, et presque aucune arme anti-char digne de ce nom, hormis des Panzerfaust à courte portée, l'équivalent allemand du bazooka. Contre une cible en mouvement, leur portée efficace atteignait peut-être 60 mètres. Il fallait laisser approcher le char, viser sans trembler et espérer que la roquette parte correctement.
Après l'unique tir, on jetait le tube et on courait. Le 15e régiment de grenadiers de remplacement fournit d'autres fantassins, mais leur niveau était plus faible encore. On y trouvait des réservistes trop âgés et des blessés déclarés aptes à un service limité. Des hommes qui auraient dû rester dans un bureau ou un hôpital recevaient maintenant un fusil et l'ordre de tenir. L'appui d'artillerie venait des batteries anti-aériennes de la Luftwaffe. Leurs canons de 88 mm, disposés autour de Kassel pour abattre des bombardiers, pouvaient aussi tirer au sol. Les servants s'y étaient entraînés, jamais en situation réelle. À l'exercice en temps de paix, la procédure était simple. Abaisser le tube, régler la visée pour le tir direct, puis charger un obus perforant. Tout changeait lorsque les chars américains ripostaient et que les obus tombaient autour de la pièce. Les munitions restaient comptées. Chaque canon disposait peut-être de 200 coups. 200 obus paraissent généreux, jusqu'à ce qu'il faille toucher des cibles mobiles à distance de combat. Les tirs manqués s'accumulaient et les réserves fondaient vite. Aucun ravitaillement n'était prévu. Les projectiles déjà rangés dans les magasins des pièces seraient les derniers. Restait le Volkssturm, la milice territoriale de Hitler. Des hommes de 45 à 60 ans, munis de fusils dépassés et d'un brassard, devaient garder les barrages routiers. La plupart avaient reçu une formation sommaire, parfois aucune. On les avait rassemblés, armés, puis rapidement initiés au chargement et au tir avant de les conduire à leur poste. Ils combattaient en vêtements civils. Quelques-uns portaient un casque récupéré on ne sait où. Ce n'étaient pas des soldats préparés au combat, mais des hommes envoyés au combat sans préparation. Le 30 mars, 8 Tigres II quittèrent Kassel vers le sud, en direction de Fritzlar, à environ 29 km. Leur mission était de barrer l'avance américaine venant du sud. Les grands axes, crevassés par les bombardements, étaient impraticables. La colonne dut donc emprunter des routes secondaires et progressa lentement. Même sur chaussée, les Tigres dévoraient leur carburant à un rythme inquiétant. Leur vitesse moyenne ne dépassait peut-être pas 20 km à l'heure. Or, les équipages n'avaient reçu ces chars que quelques jours auparavant et savaient à peine les manœuvrer. Dans chaque engin, le conducteur ne comptait peut-être qu'une dizaine d'heures aux commandes. Les tireurs n'avaient utilisé le canon principal qu'une ou deux fois, contre des cibles immobiles. Les chargeurs savaient pousser un obus de 88 mm dans la culasse, mais pas encore sous pression. Quant aux chefs de char, surtout des sergents ayant combattu sur d'autres modèles, ils découvraient le Tigre II en pleine mission. Les communications entre véhicules fonctionnaient par intermittence. Les postes radio étaient installés et théoriquement opérationnels, mais les équipages maîtrisaient mal les procédures. Les messages se brouillaient, les indicatifs se mélangeaient, et la compagnie ne disposait d'aucun réseau radio efficace. Aucun fantassin ne les accompagnait. Le plan prévoyait pourtant une compagnie de grenadiers blindés aux côtés des chars. Elle ne se présenta jamais. Impossible de savoir pourquoi. L'ordre a pu se perdre, le point de départ restait inaccessible, ou une autre crise détournait l'unité. À Fritzlar, les Tigres ont pris la route sans appui d'artillerie ni liaison dédiée. 8 chars, avec des équipages à peine sortis de l'adolescence, affrontaient seuls tout ce qui surgirait devant eux. En face, le combat commande A de la 4e division blindée américaine avançait. Ces hommes avaient débarqué en Normandie en juillet 1944, puis combattu jusqu'à la frontière allemande, à travers la percée en France, la bataille des Ardennes et le franchissement du Rhin. Leur bataillon de reconnaissance, doté de chars légers M5 Stuart et de voitures blindées M8, remontait rapidement l'autoroute vers Fritzlar. Aucun renseignement américain ne signalait de blindés allemands dans le secteur. On s'attendait à quelques retardataires, des barrages ou des canons anti-chars, pas à une menace capable d'arrêter une colonne mécanisée. Les Tigres attendaient, dissimulés derrière la crête, en position défilée. Le chef de compagnie avait choisi le terrain avec soin. La crête masquait les caisses des chars et ne laissait dépasser que leurs tourelles. En contrebas, le terrain découvert offrait au canon de 88 mm une ligne de tir idéale. Vers 14 h, la colonne américaine apparut à environ 1 km. Les premiers véhicules étaient des voitures blindées M8, à 6 roues, armées d'un canon de 37 mm. Les chars Stuart suivaient, lancés à près de 40 km à l'heure. Les Tigres ouvrirent le feu sans attendre. 3 ou 4 canons tirèrent presque ensemble. À cette distance, pour un Tigre II,
La cible était facile à atteindre. La première salve détruisit 3 Stuart et une voiture blindée. Les obus perforants de 88 mm traversèrent aisément le mince blindage. Avec 51 mm maximum, les Stuart n'avaient aucune chance. Les projectiles entraient d'un côté, ressortaient parfois de l'autre, puis ravageaient l'intérieur. Les équipages bondirent hors des épaves. Certains atteignirent un abri, d'autres furent fauchés par les mitrailleuses des Tigres. La colonne américaine se figea. Les conducteurs freinèrent, puis engagèrent la marche arrière. À la radio, le quartier général reçut un message simple. Contact avec plusieurs chars ennemis. Les chasseurs de chars américains remontèrent alors la colonne. Des chasseurs de chars armés d'un canon de 3 pouces et d'autres équipés d'un canon de 90 mm quittèrent la route pour chercher à leur tour une position défilée. À des distances comprises entre 1200 et 500 mètres, quelques obus frappèrent l'avant des Tigres. Aucun ne perça. Le blindage était trop épais et l'angle d'impact trop fermé. Les projectiles ricochaient sur le glacis ou la face de la tourelle. La riposte fut immédiate. 2 chasseurs de chars modèle 10 et un chasseur de chars modèle 36 furent détruits. Sur un chasseur de chars modèle 10, un seul coup au but pouvait traverser le blindage et faire détonner l'intérieur. Plus à l'est, un Sherman tenta de contourner la position par les bois. Le tireur d'un Tigre le repéra à 1500 mètres, orienta son canon et tira une fois. Le char américain explosa, puis ses munitions déclenchèrent une seconde déflagration. Vers 16 heures, les Américains reculèrent hors de portée directe et demandèrent l'artillerie. Face à des blindés retranchés, la doctrine était claire. Mieux valait les écraser à distance que sacrifier d'autres chars. Les obusiers de 105 mm commencèrent à battre les positions allemandes. Les premiers coups tombèrent trop courts. Les observateurs avancés corrigèrent le tir, 50 mètres plus loin, 20 mètres à droite. En moins d'une demi-heure, les explosions éclataient au milieu des emplacements des Tigres. Les chars n'avaient aucune protection au-dessus d'eux. Sur cette crête, ils étaient exposés au ciel. Les éclats pouvaient endommager les optiques, les radios et l'équipement extérieur. Un coup heureux sur le compartiment moteur suffisait à immobiliser tout le véhicule. À mesure que les salves se rapprochaient, le chef de compagnie prit la décision logique. Décrocher. Les Tigres quittèrent prudemment la crête, leur chef guidant les conducteurs pendant la marche arrière, car la visibilité était désastreuse. Ils partirent vers le nord, en direction de Cassel, par des chemins agricoles et des routes secondaires. Puis l'un des chars perdit sa chenille. La chenille gauche avait sauté du barbotin, probablement sous l'effet de l'usure et d'une manœuvre brutale par un conducteur inexpérimenté. Le Tigre s'immobilisa, masse de 69 tonnes au milieu de la route. L'équipage tenta de réparer, mais une chenille de Tigre 2 exigeait des outils adaptés et plusieurs heures de travail. Ils ne les avaient pas. Le char fut donc abandonné. Les hommes récupérèrent les optiques amovibles, les mitrailleuses, la radio et les cartes, puis placèrent des charges dans le compartiment de combat et le compartiment moteur. L'explosion transforma le blindé en carcasse calcinée. L'équipage rejoignit les autres Tigres en prenant place sur leur plage moteur. Après la tombée de la nuit, les 7 Tigres restants atteignirent Cassel. Ils avaient consommé 40% de leurs munitions principales et de leur carburant, sans possibilité de ravitaillement. Le combat de Fritzlar avait retardé l'avance américaine d'environ 6 heures. Ce délai avait coûté un Tigre abandonné et près de 40 obus de 88 mm. Les Américains, eux, avaient perdu entre 6 et 9 véhicules blindés. Sur le plan tactique, le résultat restait limité. Rien n'avait changé à l'échelle de l'opération. Cassel devait toujours être attaqué, sa garnison devait toujours se défendre, et l'issue était déjà fixée. Pour les jeunes équipages, pourtant, c'était le baptême du feu. Ils avaient tiré, détruit des véhicules ennemis, décroché sous les obus et perdu un char sur pale mécanique. Désormais, il ne leur restait plus qu'à attendre. Le 1er avril, la 80e division d'infanterie approcha de Cassel par le sud et le sud-ouest. Ces 3 régiments, les 317e, 318e et 319e, prirent leur position d'assaut avec des bataillons de chars et de chasseurs de chars en renfort. C'était l'organisation classique des armes combinées. Chaque régiment comptait 3 bataillons d'infanterie. Dans chacun, 3 compagnies de fusiliers et une compagnie d'armes lourdes. En appui, des compagnies de Sherman et des unités de chasseurs de chars modèle 10
ou modèle 36. À l'arrière, les obusiers de 105 mm commencent par régler leur tir. Les observateurs avancés progressent avec l'infanterie, repèrent les objectifs et transmettent leurs coordonnées. Chaque pièce envoie quelques coups isolés. Les hommes observent les impacts, corrigent la portée et la direction, puis valident les données. Cette fois, les canons sont prêts. Devant eux, le terrain urbain est un piège de gravats. Des années de bombardement ont fait s'effondrer des bâtiments sur les rues, tandis que les cratères défoncent la chaussée. Les équipes du génie amènent des bulldozers, des explosifs et du matériel pour établir des passages. Plus loin derrière la ligne, les médecins installent leur poste de secours. Le premier coup vient d'une batterie de canons anti-aériens de 88 mm, installée sur les hauteurs au sud-ouest de la ville. La position est préparée avec soin. Pièces protégées par des levées de terre, munitions rangées dans des abris, cartes de tir indiquant les distances vers les points importants du terrain. Vers 10 heures, le premier échelon du 319e régiment d'infanterie avance sur la grande route venant du sud. Les compagnies progressent en colonne, une en tête et deux derrière. Des chars accompagnaient la compagnie de tête. La marche reste prudente. Les canons allemands ouvrent le feu à longue distance contre les véhicules en mouvement. Leurs servants sont entraînés et les optiques du canon sont excellentes. Les premiers projectiles servent encore au réglage. Puis la salve suivante frappe. Les obus perforants à grande vitesse traversent les chars Sherman qui soutiennent l'avance. En quelques instants, 3 chars prennent feu. Leurs explosions résonnent dans les champs et l'infanterie américaine se jette au sol avant de réclamer l'artillerie. L'observateur avancé transmet la demande au centre de conduite du tir. 3 minutes plus tard, les projectiles sont en route. Les éclairs des bouches à feu ont révélé l'emplacement général de la batterie allemande. Plusieurs groupes d'artillerie américains concentrent alors leurs tirs sur les canons. Des obusiers de 105 et de 155 mm frappent les positions à quelques secondes d'intervalle. Les pièces allemandes sont installées dans des fosses presque à ciel ouvert. Les levées de terre les protègent de face, pas contre les trajectoires plongeantes. Les éclats fauchent les servants. Les coups proches endommagent les canons. En 20 minutes, 4 des 6 pièces sont hors de combat. Les équipages sont tués ou blessés, et plusieurs canons sont détruits ou irréparables sur le terrain. Les survivants tentent de décrocher. 2 pièces sont attelées à des camions, mais l'artillerie américaine les surprend à découvert. Les véhicules sont détruits, les canons abandonnés. La batterie cesse d'exister. Sur une 50aine d'hommes, peut-être une 12aine seulement parviennent à gagner les bois. Dans le même temps, les 7 Tigre II encore disponibles ont été déplacés pendant la nuit vers le secteur sud. Le commandement les envoie dans les faubourgs et les ruines industrielles. Les chars prennent des positions en défilement, dissimulés derrière les gravats et les bâtiments détruits. Mais l'infanterie censée les protéger n'arrive jamais. Le plan exigeait une coopération étroite. Les fantassins devaient empêcher les attaques rapprochées, tandis que les chars fourniraient le feu lourd. Sans l'un, l'autre devient vulnérable. Les Tigres opèrent donc isolément. Les 1er et 2e avril, le 318e régiment d'infanterie pénètre dans les faubourgs occidentaux. Il y rencontre des tirs sporadiques venus de personnel d'un bataillon d'instruction et d'autres groupes allemands. Rien ne ressemble à une défense coordonnée. De petites équipes s'accrochent à des immeubles, tirent depuis les fenêtres, puis décrochent dès que les tirs américains deviennent trop précis. Parfois, une 12aine d'hommes tient un bâtiment pendant des heures. Ailleurs, la position est abandonnée dès l'apparition des chars. Les pertes américaines restent limitées parce que l'avance est méthodique. L'artillerie et les chars écrasent chaque résistance avant l'entrée des fantassins. Quand un immeuble répond encore, un Sherman s'approche et envoie plusieurs obus explosifs dans les fenêtres. Ensuite seulement, l'infanterie fouille les ruines. C'est lent, mais cette méthode évite de payer chaque mètre au prix fort. Les pertes allemandes s'accumulent. L'artillerie frappe les hommes, les chars balayent les positions, et le nettoyage des bâtiments coûte encore des vies. D'autres défenseurs se rendent simplement lorsque leurs munitions sont épuisées. Beaucoup de soldats du bataillon d'instruction n'avaient jamais imaginé combattre en première ligne. Quand la situation devient sans issue, leur résistance se disloque rapidement. Le 2 avril, le commandement ordonne pourtant une contre-attaque. La pression sur le périmètre sud devient insupportable, tandis que les forces américaines avancent dans les faubourgs et que la ligne défensive se fissure.
Il faut tenter quelque chose. Le plan est monté en quelques heures, avec des unités qui ne sont pas prêtes. Un bataillon du 15e régiment de grenadiers, environ 400 hommes, doit ouvrir l'attaque, soutenu par les véhicules disponibles. Une quinzaine de semi-chenillés et les blindés sont rassemblés à la hâte. Les 7 Tigres II, auxquels s'ajoutent peut-être 5 ou 6 Panzer IV sortis des dépôts de réparation. À l'aube du 2 avril, la colonne quitte les zones de rassemblement des faubourgs orientaux et pousse vers le sud. Son objectif est de percer les positions américaines le long de la rivière. La coordination est désastreuse. Il n'y a ni répétition, ni véritable entraînement interarmes. Les semi-chenillés chargés de grenadiers passent devant les chars. Les observateurs américains repèrent presque aussitôt le mouvement et appellent l'artillerie. Les missions de tir sont transmises à plusieurs batteries. Quelques minutes plus tard, les obus tombent au milieu de la colonne. Avec leur blindage de 14 mm, les semi-chenillés deviennent des pièges mortels. Les éclats déchirent les parois minces, les véhicules s'embrasent ou s'immobilisent. Les fantassins sautent à terre dans la confusion, puis tentent de poursuivre à pied, à découvert sous le feu. Les hommes commencent à tomber par groupes. Les officiers essaient de maintenir l'ordre, mais certains sont touchés à leur tour. L'attaque perd sa cohésion avant même d'avoir franchi 500 mètres. Plusieurs centaines de mètres derrière, les Tigres avancent dans les rues noyées sous les gravats. Pour les chars, le terrain urbain ne laisse presque aucune marge. Passages étroits, itinéraires bouchés, angles morts à chaque carrefour. Les conducteurs progressent à l'allure d'un homme à pied. Dans la ville, s'orienter devient presque impossible. Les bombardements ont effacé les repères et les rues sont ensevelies. Les chefs de chars tentent de se guider grâce au soleil et aux formes encore reconnaissables du terrain. Certains se perdent immédiatement, d'autres prennent la mauvaise rue. Puis les transmissions cessent de fonctionner correctement entre les bâtiments. Les blindés ne sont plus seulement ralentis, ils avancent désormais presque seuls. Les bâtiments brouillaient les signaux et les communications se sont presque tues. La compagnie a perdu toute cohésion. Les chars ont cessé d'agir ensemble. Un Tigre, commandé par un sous-officier supérieur dont le nom n'apparaît pas dans les archives conservées, a pourtant trouvé son chemin. Il a franchi les positions américaines et atteint un passage sur la rivière, avec un pont endommagé mais encore praticable. Depuis l'autre rive, il a ouvert le feu sur les véhicules américains. Son canon de 88 mm a tiré 2 fois, détruisant au moins 2 chasseurs de chars à moins d'1 kilomètre. Mais la riposte américaine fut massive. Des chasseurs de chars, des Sherman et des canons anti-chars ouvrirent le feu de plusieurs côtés. Le blindage frontal en dévia la plupart, jusqu'à ce qu'un projectile latéral traverse le compartiment moteur. Le feu prit immédiatement et se répandit dans la caisse. L'équipage tenta l'évacuation. Le chef de char sortit le premier par sa trappe et fut abattu sur le champ. Le tireur et le chargeur furent capturés après avoir sauté. Le conducteur et l'opérateur radio cherchèrent une issue par les trappes de secours. Mais la trappe du conducteur resta bloquée. Ils étaient encore à bord lorsque les munitions explosèrent. Les autres Tigres, dispersés dans la ville, se heurtèrent à une défense américaine consolidée pendant la nuit. Au carrefour, les canons anti-chars attendaient, tandis que des équipes de bazooka occupaient les fenêtres des étages supérieurs. Un Tigre qui avançait dans une avenue couverte de gravats fut pris sous le feu de plusieurs directions. Une roquette frappa son compartiment moteur depuis le dessus et déclencha un incendie. Le char s'immobilisa brutalement. L'équipage sortit et tenta de fuir à pied. Certains regagnèrent les lignes allemandes, d'autres furent capturés ou tués. Un autre Tigre reçut plusieurs impacts sur ses chenilles et son train de roulement. Des obus explosifs tirés par les Sherman martelèrent la suspension jusqu'à briser la chenille gauche et détruire plusieurs galets. Le char ne pouvait plus bouger. Après avoir tiré ses dernières munitions, l'équipage posa des charges de destruction et évacua. Puis l'artillerie américaine écrasa les positions allemandes. Les obus explosifs éclatèrent au milieu de l'infanterie de grenadiers exposés. Des hommes cherchèrent un abri, d'autres furent fauchés. Des projectiles au phosphore blanc allumèrent des incendies. Le bataillon de grenadiers subit de lourdes pertes et recula en désordre. La cohésion de l'unité s'effondra. Les semi-chenillés encore en état se replièrent derrière un écran de fumée. La contre-attaque avait échoué et coûté de nombreuses vies. Dans l'après-midi du 2 avril, il ne restait plus que 4 Tigres II opérationnels. Les 4 autres avaient disparu.
L'un avait été abandonné, les 3 autres détruits pendant la contre-attaque. Les positions d'infanterie allemande des faubourgs sud et ouest s'étaient écroulées. Les Américains tenaient désormais ces secteurs et avançaient vers le centre-ville. Le 3 avril, l'encerclement se resserra encore. 3 régiments américains convergèrent de 3 directions. Le 317e depuis le nord, le 318e depuis l'ouest et le 319e depuis le sud. L'artillerie américaine ne cessait pas de tirer. Les observateurs avancés désignaient les objectifs et les servants rechargeaient sans relâche. De leur côté, les défenseurs allemands, de plus en plus isolés, s'accrochaient à des immeubles et à des pâtés de ruines. Une douzaine d'hommes, parfois moins, tenaient un bâtiment ou un bloc jusqu'à l'assaut final ou jusqu'à l'épuisement des munitions. Les unités chargées des barrages routiers étaient contournées lorsque c'était possible ou anéanties sur place. Des soldats d'un bataillon d'instruction se rendirent dès que leurs positions devinrent intenables. Les mains levées, des hommes sortirent avec des drapeaux blancs et avancèrent vers la captivité. Entre les secteurs défensifs, les liaisons avaient complètement cessé. Les ordres du quartier général n'arrivaient plus. Les réseaux radios étaient brouillés, les lignes téléphoniques coupées et les messagers tués ou capturés. Les chefs de compagnie et de peloton décidèrent donc seuls, le plus souvent en se repliant vers le centre-ville. Les 4 Tigres II encore disponibles reçurent l'ordre de partir vers l'est et d'établir une dernière ligne couvrant les accès aux bunkers de commandement. Dans la nuit du 2 au 3 avril, les chars gagnèrent leur nouvelle position. L'un d'eux fut placé derrière les décombres d'une usine détruite, face à la sortie est de l'autoroute. Le terrain découvert offrait un champ de tir remarquable sur plusieurs centaines de mètres. Tout véhicule arrivant par cette route se découpait sur le ciel. Le Tigre attendait à couvert derrière les ruines de l'usine. Les obus perforants étaient déjà chargés. Dans l'après-midi du 3 avril, les éléments avancés de l'infanterie américaine progressèrent le long de l'autoroute et tombèrent sur cette position sans avertissement. Le Sherman de tête fut détruit à environ 1 km. Un obus de 88 mm frappa sa tourelle, traversa le blindage et fit exploser les munitions. La tourelle fut arrachée et l'équipage mourut sur le coup. Un second Sherman, qui tentait de manœuvrer, fut touché à son tour et prit feu. L'infanterie qui accompagnait les chars se jeta au sol. Le Tigre contrôlait toute l'approche. Les Américains reculèrent et demandèrent un tir d'artillerie. Mais avant l'arrivée des canons, un civil de la ville fournit aux officiers américains une information décisive. Il connaissait les rues et pouvait les conduire derrière le char. Le commandant de la compagnie envoya alors un peloton, guidé par cet homme. La progression dura plus d'1 heure. Les soldats avancèrent dans les décombres et traversèrent des sous-sols, pendant que l'équipage du Tigre surveillait uniquement la route venant de l'ouest. À la tombée du jour, le peloton atteignit l'arrière du char à une 50aine de mètres. 2 équipes de bazookas prirent position en même temps. Au signal, elles ouvrirent le feu. Les 2 roquettes frappèrent le compartiment moteur du Tigre. Leurs explosions éventrèrent les conduites de carburant et déclenchèrent des incendies. Le moteur Maybach s'embrasa, et les flammes gagnèrent aussitôt tout l'arrière du char. L'équipage comprit qu'il ne lui restait que quelques secondes. Le sergent sortit le premier par sa trappe. Des tirs de fusil l'abattirent immédiatement, et plusieurs balles le touchèrent avant qu'il ne retombe à l'intérieur. Le tireur et le chargeur tentèrent malgré tout de s'échapper. Ils franchirent la trappe du chargeur, sautèrent au sol, puis furent aussitôt encerclés par l'infanterie américaine, qui les fit se rendre. Dans la caisse, le conducteur et l'opérateur radio essayaient encore d'ouvrir leur propre trappe. Celle du conducteur résistait. Ils étaient toujours coincés quand les munitions du canon principal explosèrent. Les obus de 88 mm détonnèrent les uns après les autres. Le compartiment de combat fut ravagé. La tourelle se souleva, puis retomba de travers. Plus tard, les soldats américains ne retrouvèrent que des corps brûlés, impossibles à identifier. La destruction de ce Tigre mit fin à la dernière menace blindée allemande d'importance qui combattait encore les Américains. Ailleurs dans la ville, les 3 Tigres II encore présents manquaient de carburant et de munitions. Dans la nuit du 3 au 4 avril, leurs équipages reçurent l'ordre d'abandonner les chars. La procédure prévoyait de retirer les optiques, de détruire les radios, d'enlever les mitrailleuses quand c'était possible, puis de placer des charges de démolition. Certains suivirent ces consignes,
D'autres prirent simplement la fuite. Au matin du 4 avril, les tigres abandonnés encombraient les rues et bloquaient les carrefours. Les forces américaines avaient complètement encerclé la ville. Toutes les routes étaient contrôlées par des unités de la 80e division. À l'intérieur, il restait peut-être 1500 combattants allemands. Les réserves de munitions étaient presque épuisées, les vivres avaient disparu, et l'eau provenait de canalisations rompues. Les installations médicales, elles aussi, s'étaient effondrées. Les blessés gisaient sans soin dans les caves. Beaucoup mouraient d'infections, d'hémorragie ou de choc. Le 4 avril, la bataille se transforma en progression méthodique, maison après maison. Les fantassins américains commençaient par reconnaître les bâtiments occupés. Ensuite, les chars et les chasseurs de chars ouvraient le feu, avant que l'infanterie n'entre pour nettoyer les ruines. Les véhicules semi-chenillés, équipés de 4 mitrailleuses lourdes, de calibre 12,7 mm, se montrèrent particulièrement efficaces. Les 4 armes pouvaient tirer ensemble à raison de 2000 coups par minute. Contre des bâtiments, leur effet était ravageur. Les balles lourdes traversaient les murs de briques, atteignaient les défenseurs à couvert et empêchaient toute riposte efficace. Puis les fantassins entraient avec prudence. Ils progressaient de pièce en pièce, après avoir lancé des grenades. Les pertes allemandes augmentèrent pendant toute la journée. Certains hommes furent tués par les chars, l'artillerie ou les armes légères. D'autres furent blessés sans jamais recevoir de traitement. Certains finirent par se rendre. À 9 h, l'infanterie américaine encercla le bunker de commandement allemand. Il se trouvait dans un quartier industriel, à l'intérieur d'un abri anti-aérien en béton armé. Ces murs épais pouvaient probablement tenir plusieurs heures face à un assaut direct. Mais la situation avait changé. Des Sherman et au moins un canon automoteur prirent position autour du bunker. Leurs tirs détruisirent les antennes extérieures. Isolé sous le feu et coupé du reste de la ville, le bunker ne pouvait plus changer l'issue des combats. Le commandant allemand qui s'y trouvait avec les membres survivants de son état-major, une vingtaine d'hommes peut-être, comprit que la résistance ne ferait qu'alourdir le bilan. Ses forces avaient été détruites et la ville était perdue. Les officiers discutèrent de la conduite à tenir. Certains voulaient continuer, d'autres préconisaient la reddition. La décision fut finalement prise de se rendre. Un officier avança sous drapeau blanc pour parlementer. Un capitaine d'infanterie américain le rencontra près des lignes. La réponse fut nette. Reddition sans condition, arrêt immédiat des combats et traitement des prisonniers conformément à la Convention de Genève. L'officier rapporta cette réponse au bunker. Après environ 15 minutes de discussion avec son état-major, le commandement allemand l'accepta. Vers midi, le 4 avril 1945, il sortit du bunker avec ses hommes, désarmés et les mains bien visibles. Il se rendit officiellement et livra la ville aux représentants de la 80e division d'infanterie. Dans les rues, les soldats allemands commencèrent à déposer leurs armes. Des groupes sortirent des caves et des bâtiments éventrés, les mains levées, avançant lentement vers les Américains. Ceux-ci les désarmèrent, les fouillèrent, puis les conduisirent vers des points de rassemblement. Les prisonniers étaient sales, épuisés et souvent blessés. Le manque de nourriture et de sommeil se lisait sur leurs visages. Environ 1325 militaires allemands furent capturés. Ce chiffre concerne probablement les prisonniers faits le 4 avril seulement. Il ne comprend pas ceux qui étaient morts, ceux qui avaient fui ou ceux qui s'étaient fondus dans la population civile. Au début de la bataille, les forces allemandes comptaient probablement entre 4 et 5 000 hommes. Les combats avaient duré 5 jours, du 30 mars au 4 avril. Pour la 80e division américaine, le bilan s'élevait à 23 morts, 114 blessés et 6 disparus, même si ces chiffres pouvaient être incomplets. Les Américains disposaient d'une supériorité écrasante. Ils pouvaient donc avancer avec prudence. Pour George Patton, la prise de la ville n'offrait pas matière à s'attarder. Elle confirmait surtout que son armée avait traversé le cœur industriel de l'Allemagne, brisé la résistance organisée et conservé un rythme que l'ennemi ne pouvait plus suivre. L'arrivée de Tigre II sortis d'usine ne changeait rien à ce constat. Ces chars étaient redoutables, mais trop peu nombreux, apparus trop tard et dépourvus de l'infrastructure nécessaire à leur emploi. Après la traversée du Rhin, la consigne de Patton restait la même: continuer d'avancer. La ville était sécurisée, les prisonniers regroupés, et la 3e armée américaine repartit vers l'est sans attendre.
Aucun arrêt pour consolider la position, aucun détour pour admirer les chars capturés. La vitesse passait avant tout. Dans les jours suivants, les colonnes américaines avancèrent plus loin en Allemagne centrale. Elles envahirent des aérodromes, des dépôts de ravitaillement et les restes de formations allemandes déjà disloquées. La résistance organisée s'effondra rapidement. Des unités se rendirent par milliers. D'autres se désagrégèrent sans même livrer de nouveaux combats. À la mi-avril, la 3e armée se trouvait profondément en Allemagne centrale. Elle rejoignit des unités de la 1re armée et poursuivit sa progression vers l'est. La ville ne fut bientôt plus qu'un point sur la carte, dans une campagne dominée par un mouvement continu, plutôt que par de grandes batailles isolées. Pour ceux qui y avaient combattu, c'était la fin. Pour Patton, seulement une étape de plus, et la preuve que même les armes allemandes les plus puissantes ne pouvaient plus ralentir l'avance américaine. Cette avancée nous mène au terme de notre récit. J'espère qu'il vous a intéressé et qu'il vous a appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner. Votre soutien aide vraiment la chaîne à grandir, et je vous en suis reconnaissant. Merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour la suite. Prenez soin de vous, et à bientôt.